Nous sommes en Île-de-France, sur l'A15, l'autoroute qui relie Paris à Cergy-Pontoise. Édouard, 43 ans, fait partie de la CRS 7, une unité dont la principale mission est d'intervenir sur les accidents de la circulation dans le nord de l'Île-de-France. Il est appelé en urgence sur un accident de moto. Avant d'intégrer la CRS 7 il y a 2 ans, Édouard était motard de la gendarmerie en région parisienne. Il sait que lorsqu'il intervient auprès de conducteurs de 2 roues, il faut s'attendre au pire. Un motard, c'est plus fragile qu'une voiture, et puis là, en plus, il remonte entre les fils parce qu'il y a une tolérance. Donc, alors, soit la chaussée est humide, soit les gens qui cherchent dans les bouchons à changer de fil rapidement, voient pas le motard, donc il déboîte, et puis le motard finit dans la voiture ou se fait taper par la voiture. C'est de l'accident régulier qu'on a, quoi. Sur place, l'état de cette barrière témoigne du choc de l'impact. Après avoir raté la sortie, le motard a dérapé sur ses graviers. La moto a fini sa course dans cette glissière de sécurité. Normalement, ça te fait une belle boucle là, et là, c'est tout enfoncé. La roue avant, elle a poussé tout le lisse là, en bas, ça l'a poussé dans l'autre sens. Le problème de ces glissières de sécurité, c'est qu'elles peuvent être aussi tranchantes qu'une guillotine. Sur un motard, quand il glisse, après, s'il va là-dedans, c'est comme un hachoir, quoi. Arrivés les premiers sur place, les pompiers informent Édouard des circonstances de l'accident. Bonjour. Une motarde seule qui a fait une embardée, elle a glissé sur le gravier. A priori, blessé léger, elle a quand même une plaie suturable, donc je pense qu'ils vont la transporter. Ils sont en train de faire la régule au niveau du SAMU. Sur le côté de la route, le collègue d'Édouard recueille le récit des témoins de l'accident. Ferrari. Coup de chance, cette jeune fille est apprentie infirmière. Elle n'a pas hésité à prodiguer les premiers soins à la victime. Je l'ai vue debout, je me suis dit que ça se passait bien, c'est pas normal. Donc du coup, j'ai été la voir, je lui ai demandé si elle allait bien, elle m'a dit non. Je lui ai dit viens t'asseoir dans ma voiture et de là j'ai vu son jean plein de sang. Donc j'ai découpé, j'avais ma trousse dans le coffre, j'ai pris le ciseau, j'ai tout découpé, j'ai vu le trou énorme dans le genou, je me suis dit ça saigne beaucoup, je vais faire un point. Et je lui ai mis une compresse, un bandage pour éviter que ça pisse le sang et puis elle m'a remercié énormément. J'ai dit que c'était normal parce que voilà, j'en avais marre que quelqu'un me fasse ça, sachant qu'elle était toute seule, elle ne pouvait pas la laisser comme ça. Dans le camion des pompiers, la conductrice de la moto. Elle a eu beaucoup de chance, elle s'en sort avec quelques blessures. Je suis bien ouverte au niveau du genou. En fait, donc je pense que c'est ce qu'on me disait, que j'allais avoir des points de suture. Mais de l'autre côté, je suis là. Mais après, c'est l'équipement qui a pris en fait. Moi, après, à ce jour-là, tout va bien. T'es bien équipé. Ouais, c'est surtout l'équipement, je pense que c'est important d'avoir l'équipement. Les pompiers vont transporter la victime à l'hôpital le plus proche. Pendant ce temps, il faut tout déblayer pour permettre au plus vite la réouverture de la sortie d'autoroute. Cela fait plus de 3 quarts d'heure qu'elle est bloquée. Et malgré les avertissements, Édouard et son collègue Karl ont du mal à empêcher les automobilistes d'emprunter la voie. Avancez madame, avancez. Là, il y a des plots partout, il y a 2 camions avec des flèches qui disent d'aller à gauche. Et là, t'as des gens qui rentrent encore dans le balisage, quoi. Quand veux-tu qu'il n'y ait pas d'accident? Tu seras jamais au chômage, vous. À peine le dos tourné, une voiture réussit à s'insérer sous le nez des policiers. Vous êtes quoi, là? Non, on vous a pas demandé de passer là, monsieur, c'est bloqué, là. Il y a quelqu'un qui m'a fait la fille. Moi, j'ai goûté. Ah, mais pourquoi déboîter alors qu'il y a du balisage? La bretelle est fermée, vous déboîtez quand même. Édouard est intransigeant avec ses conducteurs qui forcent le passage. Il décide alors de verbaliser l'automobiliste. Votre adresse, s'il vous plaît, monsieur. Vous allez recevoir une amende à 22 € à la maison, directement. Ah bon? Bah oui, monsieur. Allez, une bonne soirée à vous. Bon courage. Ah, sauf si vous voulez qu'on fasse un tarot. Édouard préfère le prendre sur le ton de la plaisanterie. Mais sur autoroute, les incivilités sont la 3e cause d'accident mortel. « 14 tronçons d'autoroute, 7 portions de route nationale. C'est le terrain d'action de la CRS 7, la police autoroute d'Île-de-France. En tout, elle quadrille plus de 700 km de voies rapides, empruntées par des centaines de milliers d'usagers chaque jour. Dans cette région, la plus peuplée du pays,
se croisent des franciliens qui font le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail. Mais aussi des gens de passage, qui regagnent les deux plus grands aéroports de France, Orly et Roissy-Charles de Gaulle. En tout, 130 policiers couvrent la moindre parcelle d'autoroute. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils se relaient pour secourir les victimes d'accidents et rétablir la circulation le plus vite possible. Parmi eux, Édouard, un homme de caractère, au ton à la fois strict et décalé. Ouais, vous avez tapé tout le monde. Ouais, mais je vais faire comment? Ah, mais faut regarder, monsieur. Et Lionel, 36 ans, l'un des plus jeunes du groupe, mais aussi l'un des plus intransigeants. On va pas me prendre pour un jambon, d'accord? Si la voiture roule à 80-90, que vous tapez la voiture à la mettre dans cet état-là, c'est que vous devez arriver un peu plus vite que ça, à mon avis. Et pour lutter contre les comportements dangereux sur la route, la CRS 7 compte depuis quelques années sur un allié, le GLDR, le groupe de lutte contre la délinquance routière. Le contact. Pascal et Sébastien forment un binôme inséparable depuis plus de 3 ans. Chaque jour, ils font la chasse au délit, face à des conducteurs distraits. Faut raccrocher! Oh! Des automobilistes irresponsables. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Un tout petit peu. Ah, aucun peu, je pense. Et même des personnes qui ne sont pas autorisées à conduire en France. Le permis, il peut venir de je sais pas d'où, Corée, de Chine. Vous n'avez pas le droit de conduire. Surveillance, traque des chauffards, gestion des accidents. Chaque jour, ces policiers évitent le pire. Immersion avec les gardiens de nos autoroutes. Trois heures après l'accident de moto, nous retrouvons Édouard sur l'A3, l'autoroute qui relie Paris, porte de Bagnolet, à Roissy. On se rend sur la 3 Yankee pour l'accident impliquant les deux poids lourds. Dans le nord de l'Île-de-France, il se produit en moyenne 7 accidents par jour. Et ils sont parfois très graves. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est royal quand même. Une collision impliquant 2 poids lourds vient d'avoir lieu. C'est toujours avec angoisse qu'Édouard se rend sur place. Vous savez s'il y a des victimes? Non, pas encore. C'est pour ça qu'on va voir. Sur place. Donc A3 Yankee PK13. Pour éviter le suraccident, ce chauffeur a mis son camion au milieu de la voie en attendant l'arrivée des secours. Je viens d'arriver à l'entente, j'ai mis la camionnette pour à gauche. Après, je vais partir. Moi, j'ai rien vu. D'accord. Vous pouvez y aller, monsieur. Alors. Je vais juste là, à la voiture. D'accord. Merci. Bonne journée. Plus loin, un poids lourd est complètement éventré. Il était stationné sur la bande d'arrêt d'urgence après avoir crevé, quand un autre camion l'a heurté violemment. Miraculeusement, le chauffeur du poids lourd s'en sort sans une égratignure. C'est cet homme. Il venait de quitter sa cabine quelques instants plus tôt. Il a échappé au pire. C'est chaud, hein? Bah ouais. Parce que je voulais attendre dans le véhicule. Et je me suis dit non, jamais. Je suis mis là sur le côté en attendant. Ouais, mais même là sur le côté, faut se mettre soit devant, soit derrière la pile de pont. Ouais. En général, il faut se mettre avant. Parce que même si le véhicule se fait taper, il va aller devant, quoi. Donc le mieux, c'est de se mettre derrière. Je l'ai fait arriver au dernier moment et... Ça marche. Il attendait entre les glissières de sécurité. C'est ce qui lui a peut-être sauvé la vie. Quand même, ouais, parce que si j'étais dans le camion, je prenais la charge, quoi. Moi, tout le moment que je crève, au moins je me fais rentrer dedans, 10 minutes. Hein. C'est le camion de cet homme qui a percuté le poids lourd. Il est encore sous le choc. Vous avez les documents du camion? Vous pouvez nous les ramener? Permis de conduire, tous les documents qui vont avec? S'il vous plaît, Permis, tous les documents du contrôle, permis, carte grise, assurance, FIMO, FCOS, la totale, quoi. Ok. Voilà. Attention à vous. L'homme roulait à 90 km/h à peine. Pourtant, les dégâts témoignent de la violence de la collision. Le conducteur a vu le poids lourd stationner au dernier moment. Et malgré un coup de frein, il n'a pas réussi à l'éviter. Simplement, le monsieur était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, il dépassait un petit peu. Et le camion devant moi s'est décalé sans mettre son clignotant. J'ai jamais pensé qu'il y avait un camion d'arrêté là, surtout que le client était très près du camion et que je suis pas sûr que cette détresse marche à l'arrière. Et qui est responsable, c'est vous ou c'est quand même le camion de devant ou non? Ah bah c'est moi, puisque je dois être maître de mon véhicule, c'est moi le responsable normalement. Les deux chauffeurs en sont quittes pour une grosse frayeur. C'est maintenant au personnel de l'équipement et aux dépanneurs d'intervenir. Il faut enlever les véhicules, nettoyer la chaussée
et rétablir la circulation le plus vite possible, pour éviter qu'un embouteillage se forme. Pour faire baisser le nombre d'accidents, la police autoroute du nord de l'Île-de-France traque les petites infractions On va y aller. et les comportements à risque. C'est le rôle de Pascal et de son coéquipier Sébastien. Ah, tu cherches Tous deux appartiennent au GLDR, le groupe de lutte contre la délinquance routière. Et c'est incognito, à bord d'une voiture banalisée, qu'ils prennent en flagrant délit les mauvais conducteurs. C'est une façon de dire aux gens, même si vous ne nous voyez pas, on est quand même là. Hein. Voilà, tout simplement. Si en journée, avec une circulation dense, les chauffards se font discrets, les mauvais comportements, eux, sont légion. Comme cet automobiliste qui vient de se rabattre devant le pare-choc d'un poids lourd. Il vient de faire la ligne continue. Ça, c'est très bien, ça. Pascal est ironique, même après 3 ans d'expérience, ce type de comportement l'excède toujours autant. Vous nous suivez, monsieur? Ah bah c'est bien ça, c'est professionnel. Vous nous suivez? Ouais. Ah, il a tout gagné, lui. Bah, il a le téléphone à la main, il a pas de rétro, il vient de faire une ligne blanche. L'automobiliste d'un certain âge cumule plusieurs infractions. Il roule notamment sans rétroviseur gauche. Il affirme que sa voiture a été vandalisée et qu'il n'a pas eu le temps d'en changer. Non mais monsieur, laissez-moi parler. Oui, vous faites la ligne continue devant le poids lourd et vous circulez sans rétroviseur. Le rétroviseur, ça fait 3 jours, monsieur. Bah ouais, mais... Il me l'a placé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est interdit de circuler avec un véhicule qui n'a pas de rétroviseur à gauche. Ah oui. Qu'est-ce que vous voulez? Avec sa casquette sur la tête, le retraité tente de négocier avec Pascal. Il lui pose même une main amicale sur l'épaule. Ah monsieur, je vais quand même relever à votre compte des infractions. S'il vous plaît. Je vais vous mettre non-respect de la signalisation routière, monsieur. D'accord? C'est 22 €. Non mais, laissez-moi parler. Parce que sinon, je vais relever vraiment les infractions que je dois relever. Ok? C'est bon? L'homme s'en tire bien. Pascal lui met 2 amendes au lieu de 3, à 22 et 45 €, mais sans retrait de points. Le retraité n'en a quasiment plus sur son permis. Vous restez souvent de négocier avec vous? Tous les jours. On aurait pu être commerçant parfois. Je suis gentil sur la ligne continue parce que quand bien même il gêne le camion à la vu la vitesse de circulation, il n'est pas accidentogène en tant que tel. Par contre, je laisse pas passer, donc au moins je relève une infraction, même minime, mais je laisse pas passer, quoi. Si cela fait 3 ans que Pascal et Sébastien sillonnent en équipe les routes du nord de l'Île-de-France, cela ne les empêche pas d'être régulièrement surpris par les comportements de certains usagers qui frôlent parfois l'inconscience. Là, on a un 50 cm3 sur l'autoroute, c'est strictement interdit et dangereux pour lui-même. Nous sommes à présent sur l'A3, en direction de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et sur la voie de droite, n'excédant pas les 65 km/h, un scooter de 50 cm3 se fait dépasser par les voitures. Bonjour, je peux savoir qu'est-ce que vous faites sur l'autoroute avec votre scoot là? C'est un 50 ça? Oui. Bah, qu'est-ce que vous foutez sur l'autoroute avec ça? Moi, je sais pas, la roue, il l'a acheté hier, c'est ça. Je ne connais pas, ça c'est... Bah, vous avez quoi? Vous avez le permis de conduire, vous? L'homme ne parle pas très bien français. Il prétend avoir acheté son scooter la veille. Après vérification, il n'est pas assuré à son nom. Bah, il n'a pas encore fait les papiers. Ah bah, je sais pas, parce qu'il appartient toujours à le qui habite à Livry-Gargan. Donc voilà. C'est extrêmement dangereux étant donné que l'autoroute A3 est une autoroute à la circulation très dense. Les 50 cm3 ne peuvent pas adapter leur vitesse au flux de circulation sur une autoroute qui circule normalement. Et ils sont d'autant plus vulnérables que si les voitures arrivent vite, ils ne vont pas forcément les voir et ils peuvent se retrouver très vite par terre. Mais le conducteur du 2 roues ne comprend toujours pas pourquoi il ne peut pas rouler sur l'autoroute. Alors monsieur, vous devez repartir sur un dépanneur. Ça, vous n'avez pas le droit de circuler avec ça, on va faire appel à un dépanneur. Non. C'est forbidden. Les panneaux sont à l'entrée de l'autoroute avec le gros rond et interdit aux cyclos. Bah, on apprend aussi à regarder quand on conduit. Le dépanneur, voilà. c'est qui? C'est pas possible. Ah ouais. L'individu repartira en dépanneuse, tout comme son scooter.
La journée, sur autoroute, les accidents sont la plupart du temps provoqués par des erreurs d'inattention. L'une des causes, c'est souvent le téléphone au volant. C'est interdit le téléphone. Bah mais quoi? À l'origine d'un accident corporel sur 10 en France. Cette conductrice est tellement prise dans sa conversation qu'elle ne voit pas les policiers. Faut raccrocher. Oh! Et on prend la sortie tout de suite là. Allez, tout de suite. Elle a eu peur là. Elle va être toute tremblante là. La sortie là. Allez! Prenez la sortie. Prenez la sortie. Un danger. Elle nous a même pas vu, on l'a doublé en plus. Oh, c'est pas possible. Ah oui, vous avez eu tort, oui. Même quand vous a doublé, vous nous avez même pas vu, quoi. J'ai fait une amie quand elle était en larmes au téléphone, elle est en dépression. Ah oui, mais c'est pas elle qui va perdre ses points, madame, c'est ça le problème. La femme fait amende honorable, mais elle prétend avoir une bonne raison. J'ai pas l'habitude de répondre au téléphone, mais c'était elle. D'accord. Donc ça c'est le temps là, mais non, franchement, je sais que j'ai horreur de ça, n'importe qui appelle en voiture, mais là, bon, je sais que c'est... Pour Pascal, c'est non négociable. Elle avait aucune notion de l'environnement autour d'elle, donc oui, c'est agaçant. En plus, c'est ce que j'appelle moi la fraction à la con. Hein. On sait très bien que c'est dangereux, que ça peut emmener d'autres problèmes. Et puis les gens continuent à le faire. Et ils trouvent toujours la bonne excuse. C'est toujours l'appel urgent. Voilà. Donc, le téléphone, ils font comme tout le monde, ils le rangent et puis ça se passera bien. Elle était en larmes là au téléphone. Ah, mais madame, peut-être. Mais vous, est-ce que vous avez envie de finir au cimetière? Bon, bah voilà. Elle devra payer une amende de 90 € et aura un retrait de 3 points sur son permis. C'est tout droit. Mais les policiers ont peut-être évité un drame. Téléphoner en conduisant multiplie par 5 le risque d'accident. Et la nuit, le danger est encore plus élevé. Lionel, 36 ans, appartient lui aussi à la CRS 7 de la police autoroute. Il est 23 h et il vient de recevoir un appel radio. On a un accident sur l'autoroute A1 entre deux VL apparemment, donc on va se rendre sur place. Ça fait combien d'accidents en combien de temps là? On en a eu un tout à l'heure, mais là c'est un second accident, voilà, en espace de 10 minutes. Il s'est produit il y a quelques instants à proximité du Stade de France. Une voiture est complètement emboutie. Elle a été percutée par un autre véhicule. À l'intérieur, une femme avec ses 2 enfants. Lionel cherche d'abord à obtenir sa version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on est en train de conduire, j'ai une monsieur qui est en train de zigzaguer depuis le début, donc nous, Il zigzaguait, genre il tenait pas sa voie ou il roulait trop vite? Il roulait trop vite entre machin et tout. Vraiment trop vite. Il était au téléphone déjà. Donc lequel? Le Picasso? Ouais, le rouge. Ouais. Les propos de la mère de famille sont confus. Encore sous le choc de l'accident, elle reprend peu à peu ses esprits. On est en train de rouler tranquillement, d'accord? On revient de vacances, donc on va tranquillement. Et donc du coup, le monsieur était au téléphone pendant tout le chemin, en train de zigzaguer gauche, droite, en évitant les voitures. Il arrive là-bas, il voit un obstacle, au lieu de nous prévenir avec un warning, il nous fait un peu de poisson comme ça, et il nous double. Tout en ralentissant, je pense qu'il a dû rétrograder, il n'a pas dû redémarrer correctement. Du coup, on est rentré dedans, on va plus éviter en fait. Lionel continue son enquête. Une de ses collègues a obtenu la même version des faits auprès d'un autre automobiliste. Celui arrêté sur le bas-côté, en panne. C'est lui qui est en panne? Lui, il est en panne. D'accord. Parce qu'en fait, il entend un bruit, donc il s'arrête. Ah, il roule, il est roulant. Oui. Il ne pouvait pas s'arrêter plus ailleurs. Et lui, le gars, il me dit, je te vois arriver dans le rétro, il tartine bien. Quoi. Lui, là? Donc forcément, Ouais, il dit c'est ça, et bam! Pour Lionel, cela ne fait plus aucun doute. C'est bien l'homme qui est responsable de l'accident. Le conducteur a vu la voiture en panne au dernier moment. Il se rabat subitement sur la voie de gauche, juste devant la mère de famille qui n'a pas pu éviter la collision. Un manque de vigilance qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Si l'homme a eu cet accident, c'est parce qu'il avait l'oreille collée au téléphone. Un comportement impardonnable pour la mère de famille qui a eu très peur pour ses enfants. Comment va votre enfant? Le bébé, je sais pas. Le bébé, il va bien. Il dormait, donc il a eu un petit peu peur. J'ai pris dans les bras, donc ça va, il s'est calmé. Et là, de mon saison, j'ai un stress. Sérieusement. Franchement, j'en tremble encore. Il est emmené, monsieur? Qui est au téléphone, ouais. Parce que c'est plus sur son téléphone que sur la route, en fait. Vous avez porté plainte? C'est ce que je vais faire. Il n'aurait pas été au téléphone, non. Parce que je me dis que c'est un accident, ça arrive.
Mais le fait qu'il était au téléphone pendant tout le chemin et qu'il zigzague entre deux voitures, oui. Donc on voit bien un peu toutes les conséquences d'une faute d'inattention, d'une vitesse un peu trop élevée en fait. Hein. On a plusieurs véhicules impliqués, on a des voies de circulation qui sont bloquées. On a, heureusement, sur cet accident-là, pas de blessés a priori. C'est un véhicule comme où il y avait des enfants. On peut vite passer de rentrer tranquillement à la maison à finir à l'hôpital. Le conducteur mis en cause va être entendu au commissariat. Il risque également des poursuites pour défaut de permis. Il roule en effet avec un permis étranger, non valable en France. Comme lui, il serait plusieurs dizaines de milliers de conducteurs. L'un des endroits que les CRS de la police autoroute redoutent le plus, c'est le tunnel du Landy, sur l'A1. Situé entre le Stade de France et l'entrée du périphérique parisien, ce tunnel long d'1,5 km fait partie des plus empruntés d'Europe. Près de 220 000 véhicules par jour. Quelle que soit l'heure de la journée, le trafic y est extrêmement dense et les accidents presque quotidiens. Il est 8 h, c'est l'heure de pointe pour tous ceux qui partent au travail. Édouard, de la CRS 7, est appelé en urgence. Donc là, on va se rendre sur un accident matériel de la circulation impliquant 2 véhicules sur la 1, juste après le tunnel du Landy. 2 véhicules se sont percutés à la sortie du tunnel. L'accident vient de se produire. Un ralentissement de plus d'1 kilomètre s'est déjà formé. Il faut se faufiler dans le trafic. Il faut regarder un peu partout, c'est un peu comme la conduite d'une moto, quoi. Faut regarder loin, anticiper un max tout ce qui peut arriver, quoi. Dans ce genre de situation, il faut agir vite. Les 2 véhicules impliqués sont à l'arrêt en plein milieu de la chaussée. Au pire endroit, l'autoroute est coupée en 2. Un accident classique à la sortie du Landy. Qu'est-ce qui s'est passé là? Apparemment, monsieur, il y a eu un ralentissement, c'est ça, monsieur? Il y a eu un ralentissement, il est rentré. Il a percuté de son avant l'arrière du véhicule. Cet ouvrier du bâtiment a l'habitude d'emprunter ce tunnel. Comme chaque matin, il se rendait au travail avec son collègue. On était en train de discuter avec mon ami, mais j'étais pas non plus distrait, quoi. Mais ça freinait vite. C'est quand même un véhicule qui freine un petit peu moins bien que la voiture précédente. Le problème, c'est que le conducteur de la voiture n'est pas en état de repartir. Il est toujours assis derrière son volant. Vous avez mal au cou? Attends, ouais, le monsieur il a mal à la tête. Donc les pompiers arrivent. Hein. Moi, je suis pas médecin, mais on suppose qu'il y a eu un petit coup du lapin lors du choc. Donc les pompiers ont été prévenus, donc ils vont venir. Il va être pris en charge par les pompiers qui le transporteront certainement à l'hôpital par la suite. En attendant leur arrivée, ce que craint également Édouard, c'est le suraccident sur la voie d'en face, provoqué par ceux qu'il appelle les corbeaux. Les corbeaux là, qui s'arrêtent pour regarder, là, et ça peut créer encore éventuellement un accident carrément de l'autre côté, juste parce qu'ils veulent regarder là, ce qui se passe de ce côté-là. Et les gens regardent pourquoi? Curiosité, tout simplement. Heureusement, les pompiers arrivent rapidement pour évacuer la personne blessée au cou. L'opération prend moins de 5 minutes. Son véhicule peut être déplacé et la chaussée nettoyée par les agents de la DRIF, chargés de l'entretien des voies. Là, les gars de la DRIF ont mis de l'absorbant, du produit absorbant, pour éviter que le liquide fasse glisser les motocyclistes, hein, et qu'on soit obligé de revenir sur le même endroit pour une chute de moteur. Dans ce flux de circulation incessant, le moindre incident peut avoir de grosses répercussions. En remontant l'autoroute à sens inverse, une file de voitures avance toujours au ralenti. Il y a eu 1,5 km, en gros 1,5 km, 2 km de retenue, juste par le ralentissement et la neutralisation de 2 voies concernant l'accident sur lequel on vient d'intervenir. Donc ça va super vite, quoi. Moins de 3 heures après cette collision, la journée ne pouvait s'achever sans qu'Édouard soit de nouveau appelé sur le tunnel du Landy. Cette fois, l'accident est plus important. On nous appelle pour un accident impliquant 6 véhicules à la sortie du Landy en direction de la province. Donc on va y aller voir. Il y a les dépanneurs et les sapeurs-pompiers qui sont prévenus. Donc ils vont arriver, on va pratiquement tous arriver en même temps. Une fois sur place, c'est le réflexe habituel. Édouard balise la voie pour éviter le suraccident. Avec 6 voitures impliquées dans la collision,
c'est toute la voie de gauche qui est supprimée sur une cinquantaine de mètres. Vous êtes impliqué dedans? Ah oui, je suis la première voiture. Moi. La première voiture, il va me falloir les documents. Tout le monde nous a poussés, je suis collègue. Édouard doit au plus vite récupérer les identités de chaque conducteur pour réaliser les constats. Vous êtes où, vous? C'est quelle voiture, la vôtre? Celle-là, vous avez les documents de la voiture? C'est cet automobiliste qui aurait provoqué l'accident. À la sortie du tunnel, le conducteur a été surpris par un fort ralentissement. Il a embouti l'arrière d'un premier véhicule et a entraîné la collision en chaîne. Il y a une voiture qui s'est arrêtée du coup. Ouais, vous avez tapé tout le monde. Ouais, mais je fais comment? Hein? Pour moi, on allait à vive allure, tout le monde allait. Ah, mais faut regarder, monsieur. C'était bouché devant, là, avec la sortie au Stade de France. Ouais. Donc il y avait au moins 3 des 5 voitures qui étaient arrêtées. Et la Corsa, c'est pas trop ce qu'il a fait. Il déclare que ça roulait et il est arrivé dedans assez rapidement, on va dire. C'est lui qui a poussé les 5 voitures, là. Comme les dominos des. Pareil. En bout de chaîne, c'est cette voiture la dernière à être percutée. Ce jeune homme était à l'arrêt. Ça a fait bam bam bam, on n'a pas compris, on a pris le dernier coup un dernier en fait. Vous avez rien? Un peu mal au dos, mais ça va, on va supporter. On verra plus tard, il y a plus important je pense. La collision a causé pas mal de dégâts matériels. Elle a également fait des blessés, notamment cette femme, la compagne du conducteur à l'origine de l'accident. Ça va, madame? Ça va aller? Ouais, les pompiers arrivent. Hein. Les pompiers mettent moins de 5 minutes à arriver. Rapidement, ils dressent un premier bilan. On suspecte un traumatisme au niveau du rachis, de la colonne vertébrale. C'est pour ça que par précaution, en fait, on immobilise complètement. Pour certains, cet accident a priori anodin va avoir des répercussions graves sur la vie professionnelle. C'est le cas de ce chauffeur de taxi. Voilà, c'est embêtant, c'est sûr. Ça va me bloquer pour le travail. Moi, je suis indépendant, donc c'est plus les crédits, etc. qui me font réfléchir. Pour d'autres, les considérations sont plus légères. On est vraiment emmerdés en fait. Pourquoi? Parce qu'on se rate le concert d'ACDC. Et comme on ne sait pas si on peut rentrer chez nous, on est à 800 bornes de la maison, on est sur la route depuis 5h30 ce matin. On arrive d'Agen, voilà. on vient pour un truc et on est embêté à 500 mètres de notre objectif. Bon, bah, ça se termine. Allez, les pompiers sont partis. Il reste plus que les dépanneuses à embarquer les véhicules et puis voilà, on va libérer tout ça. Sur autoroute, plus de 40% des accidents sont provoqués par des collisions arrière ou en chaîne. Au niveau du tunnel du Landy, Édouard réalise au moins une intervention de ce type chaque jour. Après un accident, les automobilistes peuvent parfois rester coincés plus d'1 heure dans les bouchons. Alors quand ils en sortent, certains ont tendance à se lâcher. C'est le cas sur ce tronçon de l'A1, à 25 km de la capitale en direction du nord de la France. Il est bien connu par les policiers pour ses grands excès de vitesse. Xavier appartient également à la CRS 7. Aujourd'hui, il est chargé de monter une opération de contrôle de vitesse. Les gens vont être pris en contrôle radar à ce niveau-là. Donc sur un début de faux plat, on va dire, et au niveau du pont que vous avez en face. L'unité effectue sur cette zone au moins un contrôle routier par semaine. Ce soir, il mobilise une quinzaine de policiers, dont plusieurs motards. Alors ici, on a une limitation de vitesse qui est un petit peu ralentie, qui est à 110 km/h. Et en fait, on a énormément de gens qui repartent sur la Belgique ou sur le nord de Paris. Et on a des gros excès de vitesse. Midi, noir, attention, et top, ça passe. À 5. Une première infraction est constatée. Les motards de la police autoroute prennent en chasse le véhicule. Ils vont l'intercepter quelques centaines de mètres plus loin et le conduire vers la prochaine aire de repos. C'est Xavier qui réceptionne l'automobiliste. 171. Oui. Bonsoir madame. Bonsoir. La police de la route. Oui. Vous avez été pris donc à l'Eurolaser 3 à une vitesse de 171 km/h au lieu de 110. Vous coupez le moteur. C'était 130. Non madame, vous êtes à une portion sur 110 km/h. Une différence qui va coûter très cher à cette automobiliste. D'autant qu'elle n'est pas de nationalité française. Et là, l'amende est beaucoup plus salée.
vous êtes dans la catégorie « Je circule à plus de 50 km/h au-dessus sur le territoire français et je suis étrangère », ce qui est votre cas. L'amende est de 750 €. La conductrice belge accuse le coup. Si vous n'êtes pas en mesure de payer la somme, nous allons saisir votre voiture. Elle partira donc en dépanneur et on vous la restituera au moment du paiement. Je vais essayer de retirer l'argent. Vous n'avez pas de chèque encaissable en France? Vous auriez pu avoir... Chèque, c'est plus de cet âge ici. Hein. Et ce n'est pas fini. Avec un excès de vitesse supérieur à 50 km/h, elle a en plus une rétention immédiate de son permis de conduire. Elle ne peut pas repartir avec de son propre véhicule. Donc elle a appelé un de ses collègues qui va donc récupérer la voiture et ils pourront donc quitter les lieux. Mais ce soir, ce n'est pas la seule personne qui va perdre son permis. Cet homme qui tentait de négocier avec les policiers perd son sang-froid. Ce comportement ne va pas jouer en sa faveur. J'ai pas de mal là, j'ai dit c'est combien de points? C'est pas comme ça. Vous voulez que j'emploie des formes de politesse de quoi? Il y a des gens cachés sur le pont là-haut à vouloir nous... Vous voulez que je sois poli de quoi? Ils ont raison. Je vous ai dû demander c'est combien de points. Je sais pas, vous voulez que je sois poli de quoi? J'ai dit bonsoir, quand je suis arrivé j'étais tranquille, cool. Je vous ai dit bonsoir, je vous ai fait même un sourire. Il a circulé à 159 km/h pour une vitesse à 110 km/h. Et donc on lui fait la rétention du permis de conduire car à partir de 40 km/h on peut faire la rétention du permis de conduire. Et donc il a plus 41. Donc pour 1 km/h, comme il dit, on lui fait la rétention du permis de conduire. Et il aura une amende. Ça vous énerve ce type de comportement? Ah bah quand on m'aborde comme ça, oui, complètement. Enfin, c'est pas grave. On en voit d'autres. Hein. Quelques minutes plus tard, les motards partent en trombe. Un nouvel automobiliste est pris en infraction. Xavier l'attend de pied ferme. Cette fois, la sanction sera indiscutable. Un véhicule, donc on ne sait pas encore quelle marque, 184 km/h au lieu de 110, donc avis de rétention immédiate du permis de conduire. On va l'attendre en même temps. Escorté par un motard, il arrive quelques instants après sur l'aire de repos. Et en plus, comme le A l'indique sur la vitre arrière, c'est un jeune conducteur. La police de la route, vous avez été pris donc à 184 km/h au point kilométrique 23 sur l'autoroute A1, limité à 110. Vous êtes jeune conducteur jusqu'au 8 juin 2016. Ouais, dans un an. Donc en plus, la vitesse était limitée à 100. Donc inutile de vous dire que rétention immédiate du permis de conduire. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous avez personne dans la voiture, Non, je suis tout seul, appeler quelqu'un pour récupérer l'Opel, si c'est une Opel ou une Volkswagen. À partir de ce moment-là, le jeune homme d'une vingtaine d'années redevient piéton. Dans le fourgon, il prend conscience des conséquences dans sa vie de tous les jours. Vous avez froid? Non, je viens de perdre mon permis, quoi. Vous savez, je travaille, j'essaie de le payer, je viens de payer ma voiture. Je n'ai pas fini de la payer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas vu le compteur? Non, il fallait que j'en vite chez moi, en fait. L'attestation d'assurance, idem. Vous gardez aussi? Tout ça, je vous le rends. Ok, d'accord. La seule chose que je garde, c'est le permis. Bah forcément. Pas de conduite dans les 72 heures, attention. Et lorsque l'arrêté sera pris, si vous conduisez malgré une suspension, c'est pas la même. Hein. Xavier le met en garde. S'il reprend le volant, il s'expose à 2 ans d'emprisonnement et à une amende de 4 500 €. Sans compter qu'il ne sera plus couvert par son assurance en cas d'accident. Mais cela ne semble pas l'effrayer. C'est notre service. Mais je vous explique. Je sais qu'il faut que j'aille travailler. Et je le sais très bien. Vous voulez que je fasse comment? Transport en commun, je sais que c'est pas évident. Je finis pas tous les jours à 22h, monsieur, vous savez très bien. Je sais que vous allez me dire, je sais que c'est pas bien, mais vous voulez que je fasse comment, vraiment? Faut bien que je gagne ma vie. Et s'il faut que je fasse ça, je le ferai. Il avoue clairement qu'il reprendra le risque de rouler sans permis de conduire. Après, je verrai comment ça va cette décision. La décision, si c'est une subvention, on m'enlève complètement, je dois tout repasser. Mais pour l'instant, bien sûr, je suis obligé d'aller travailler, donc ouais, je vais prendre ma voiture. En France, on estime à au moins 500 000 le nombre d'automobilistes en défaut de permis. Ce soir, sur 15 contrôles, les policiers confisqueront 5 permis de conduire.
Lutter contre ces mauvaises habitudes au volant, c'est justement le cheval de bataille de Pascal et Sébastien, les 2 agents du GLDR. Aujourd'hui, ils se sont postés sur une bretelle d'accès à l'A86. Ici, la spécialité, c'est d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence pour gagner du temps. Vous recevrez l'avis de contravention chez vous. Et devant les policiers, les conducteurs épinglés ont tous de bonnes excuses. Ah bon? Pourquoi? C'est un chauffeur VTC qui transporte une cliente enceinte. Qu'est-ce qui vous arrive? Une tous les combien? Hein? Tous les 5 minutes, ça va aller. Votre permis, s'il vous plaît? Bah bien sûr. Une raison qui laisse le policier de marbre. D'ailleurs, l'homme se montre très vite plus préoccupé par la sanction qu'il encourt que par les contractions de sa passagère. Qu'est-ce que je dois avoir? Bah nos présentations du permis de conduire, circulation sur bande d'arrêt d'urgence. Ouais. Bah c'est tout. Et ça entraîne quoi? Bah la circulation sur bande d'arrêt d'urgence, 90 €, 3 points monsieur. Non. Bah si. Le problème, c'est qu'il n'en est visiblement pas à sa première infraction. Si je fais ça, j'ai plus de travail. Mais si, il vous reste pas que 3 points monsieur. Comment? Il vous reste pas que 3 points sur le permis. Hein? Il me reste 3 points là. Bah faut passer un stage monsieur. L'homme a peur de perdre son permis. Il s'agace. S'il a pris la bande d'arrêt d'urgence, ce n'est pas de sa faute. J'aurais jamais pris la bande d'arrêt d'urgence. Elle est pas bien, il faut que j'emmène à l'hôpital. D'accord. C'est une urgence. Appelez les pompiers. Vous croyez que c'est ma faute? On m'appelle d'urgence, je vais jusqu'à Paris pour la prendre, pour la ramener. Je regarde la circulation, elle me dit j'ai mal, qu'est-ce que je fais? Je prends. Roule toi, mais t'as regardé, roule. Pour la passagère, les contractions semblent s'être arrêtées. Le chauffeur VTC, lui, a du souci à se faire. S'il ne lui reste bien que 3 points, il risque une annulation de son permis de conduire. Tout à l'heure, on était bien sur la bande d'arrêt d'urgence, on y retourne. On y sera bien aussi. Dépêchez-vous. En 1 heure de contrôle, les 2 policiers vont ainsi verbaliser une vingtaine d'automobilistes. Mais c'est aux abords de Paris que rouler sur la bande d'arrêt d'urgence est devenu un sport national. Ce qui a le don d'énerver Pascal. Ça par contre, oui, c'est une infraction qui m'agace parce qu'il y a énormément de monde qui travaille sur les bandes d'arrêt d'urgence, même si les gens ne les voient pas tous les jours. Et ça peut être des infractions au code de la route qui peuvent provoquer des accidents graves, très graves, voire mortels. Même pour vous, c'est un peu dangereux finalement. Ah ouais, il y a des moments où ça nous passe tout près. Mais on prend l'habitude, hein. On apprend à marcher à reculons déjà. Et puis, on est très méfiant. Hein. On évite un maximum d'intervenir sur la chaussée même ou sur son abord immédiat. On essaye toujours de sortir le véhicule pour gagner en sécurité. Après, la sécurité 100%, elle n'existe pas, quoi. On a un client qui arrive sur la bande d'arrêt d'urgence là derrière. Là. Alors avec ces automobilistes, c'est aucun cadeau. Surtout lorsqu'il lui passe sous le nez. Vas-y, reste là. Hein. J'ai cru qu'il allait repartir. Ah mince, on a loupé ça. Ouais. Allez. Vous savez pourquoi on vous arrête là au moins? Je sais en fait, c'est parce que je suis gêné. Ah bah... Il n'y a aucun souci, je le sais très bien. Ah ouais, il n'y aura aucune excuse. Ouais, non, mais... L'individu reconnaît immédiatement ses torts. Alors le permis? Je crois que j'ai laissé à l'agence de location, je vais l'appeler là. Non, c'est pas possible que vous les laissiez à l'agence de location, monsieur. L'homme prétend avoir oublié son permis de conduire chez le loueur. Les policiers ont des doutes. Sébastien va vérifier au fichier central. Interdiction d'obtenir. Oh ah, c'est bien reçu. Ça, c'est bon, ça. Bah, il appelle l'OPJ. C'est-à-dire qu'il a pas le droit de conduire. Il a pas le droit de conduire. Surprise, le conducteur a en fait loué son véhicule avec un permis nigérian, qui n'est pas valable sur notre territoire. L'homme a déjà eu un permis français, mais celui-ci a été annulé. Le permis français, il est annulé, ça vous le savez. Vous êtes en demande. Vous n'avez pas le droit de conduire. C'est pas que je suis en demande. Si, vous êtes inscrit à une auto-école à un moment donné de votre vie, ici. Oui, je me suis inscrit ici. Voilà, point barre. À partir de ce moment-là, vous devez avoir le permis français. Le permis, il peut venir de je sais pas d'où, de Corée, de Chine. Vous n'avez pas le droit de conduire. En plus, vous avez interdiction d'obtention. Donc ça veut dire, oui. En plus, vous avez la mention interdiction d'obtenir. Donc ça veut dire que vous conduisez très mal, vous. Donc maintenant, on va sortir, on prend les petites affaires, on va vous montrer ce qu'on a dans les poches et on va aller à la voiture.
Le ton a beau être cordial, Pascal ne transige pas. Car si l'homme a interdiction d'obtenir un nouveau permis en France, c'est qu'il a commis une grave infraction au code de la route. Il est emmené au commissariat, où il va être placé en garde à vue. Le jeune homme risque une amende de plusieurs milliers d'euros et, selon ses antécédents, une peine de prison. Retour avec Lionel, 5 ans d'expérience à la CRS 7. Comme d'habitude, son service débute le soir. La nuit, le risque d'accident est 2 fois plus élevé que le jour. Alors là, effectivement, on zigzague sur l'autoroute de façon à faire ralentir les véhicules pour qu'au moment où on arrive sur l'accident, on puisse intervenir en toute sécurité, pour que les voitures n'arrivent pas à 100-110 au moment où nous on se trouve à l'arrêt. On essaie de faire ralentir un maximum la circulation. C'est le début du week-end. Il intervient sur un carambolage. Il vient d'avoir lieu sur l'A86, à proximité de la ville de Saint-Denis. Attendez. La nuit sur autoroute, avec l'obscurité, tout est beaucoup plus dangereux. Est-ce qu'il y a des blessés ici? Non, ça va. D'accord. Okay. Après s'être assuré qu'il n'y avait pas de blessés, il se dépêche maintenant de sécuriser la route. Tu me fais un balisage voie de gauche et on va reprendre un balisage voie de droite. Sur le bord de la chaussée, une mère de famille avec 2 enfants en bas âge et une adolescente se sont mises en sécurité. Elles roulaient tranquillement sur la voie du milieu quand un véhicule les a violemment percutés. L'arrière de leur voiture est complètement embouti. Dans le bas du dos. D'accord. Il y a les pompiers qui ont été avisés, ils se déplacent sur les lieux. D'accord. Ok. Ouais. Vous restez là pour l'instant derrière la glissière. Le carambolage a eu lieu sous les yeux de ce conducteur. En fait, les jeunes hommes là qui sont devant vous, ils ont essayé de me doubler par la droite. Et il y avait l'espace juste derrière vous. J'étais sur la voie du milieu et moi j'étais sur la voie de gauche. Et eux, ils ont essayé de me doubler par la droite et de se réinsérer devant moi en fait. Du coup, moi j'ai freiné, j'ai anticipé le truc, j'ai freiné directement. Et eux, ils sont rentrés dedans en fait. Moi, pour la Mini Cooper là, juste ici. Mais ça va, j'ai rien eu, ils n'ont pas touché mon véhicule. À l'origine de cet accident, ce véhicule qui transportait un groupe de jeunes. Ils revenaient d'une soirée. La voiture est dans un sale état. Elle a fait un tonneau avant de finir sa course dans le muret central. Tous ces passagers sont miraculeusement indemnes. Excusez-moi, monsieur le conducteur de la voiture. C'est moi. D'accord. Vous raccrochez pour l'instant, il faut que je vous parle. Votre père ne vient pas ici, monsieur. Il y a déjà assez de monde comme ça, d'accord? Je te rappelle, papa. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Bon, en fait, j'ai perdu le contrôle de la voiture en doublant et j'ai eu peur que la voiture elle se rabatte. Du coup, j'ai tapé l'arrière d'une voiture. La voiture, elle a fait des tonneaux en fait sous la peur. Vous avez des problèmes d'amygdale, monsieur? Vous avez des problèmes avec vos amygdales? Vous avez des problèmes avec vos amygdales? Bah, arrêtez de cracher partout. Vous auriez de l'eau pour mettre dans mon nez? Non, j'ai pas d'eau, monsieur. Ok. Vos papiers sont où, monsieur, à vous? J'ai fait une volante de la voie d'infraction. Ok. Donnez-moi votre permis déjà. C'est un permis probatoire, le temps que je sors mon permis. Ok, une pièce d'identité avec. C'est un jeune conducteur. Il a eu son permis il y a seulement 12 jours. Mais selon Lionel, s'il a perdu le contrôle de sa voiture et provoqué cet accident, ce n'est pas seulement à cause de son manque d'expérience. Le policier suspecte autre chose. Il retourne vers la mère de famille. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Honnêtement, j'ai juste entendu un boum derrière. Et vous rouliez, vous n'avez rien vu arriver? Ouais, j'ai vraiment rien, mais de rien. Ça a d'un coup juste entendu un boum. Et tout a tapé derrière. Et la voiture, elle a tourné. Ok, vous rouliez à combien? En dessous de 90. D'accord. Et le choc, il a été assez violent? Ah non, mais c'était très violent. C'est horrible, regardez, le vélo de mon fils, il est là-bas. D'accord. Non, mais c'était très violent. C'est horrible. C'est horrible, le siège était retourné. Monsieur, vous avez quoi, s'il vous plaît? Vous rouliez à combien, monsieur? Je devais être entre 90 et 100. Ouais, il va y avoir un souci, monsieur, parce que la dame, si elle roule à 90, que vous roulez à 90, je vois pas comment vous pouvez lever de sa voiture dans un état comme ça. En fait, je suis parti là-bas, vous voyez l'entrée du pont, le tournant. En fait, j'étais là-bas et il y avait 2 voitures. Et moi, comme je suis jeune conducteur, j'ai pas encore les notions. Et j'ai voulu doubler sans j'ai pas appuyé sur le truc, là, j'étais à 100 tout le monde, entre 90 et 100. J'ai voulu doubler entre 2 voitures, j'ai pensé que ça passait. Monsieur, la voiture, il y a une voiture qui a dû je sais pas, par contre, il va falloir pas me prendre pour un jambon, d'accord? Si la voiture roule à 80-90, que vous tapez la voiture à la mettre dans cet état-là, c'est que vous devez arriver un peu plus vite que ça, à mon avis. Quand je dis un peu je sais pas quelle vitesse je roulais, mais je ne voulais pas plus de 100 en tout cas. Vous consommez de l'alcool, monsieur? Stupéfiant? Rien du tout. Depuis que j'ai eu le permis, ça fait longtemps que j'ai arrêté, depuis que j'ai permis, j'ai arrêté. Selon le policier, le jeune conducteur roulait certainement bien au-dessus de la vitesse autorisée. Il le soumet à un test d'alcoolémie. On
Pour l'alcool, c'est négatif. Et de stupéfiants. Comment ça marche? Il y a des petits cristaux qui ont été brisés, monsieur, ça envoie un liquide. Si vous êtes positif aux stupéfiants, on le verra apparaître. Donc au niveau des stupéfiants, il y a une barre, donc c'est négatif. Ça veut dire quoi ça? Bah que c'est négatif, c'est bon. Ah, c'est-à-dire que j'ai rien pris? Bah oui. Parce que dans tous les cas, je fume pas. Donc, oui, mais je vous le montre quand même, monsieur. Le garçon n'a pas l'air sûr de lui. Pourtant, les tests sont bien négatifs. À l'arrivée, les dégâts sont surtout matériels, même si par précaution, tout le monde est emmené à l'hôpital pour des examens. Le papier à vous, monsieur? Comment? Il y a tout. Au niveau des messieurs, ils seront transportés ou pas? Non. D'accord. Je vous récupère la feuille, je vous donne ça. Comment? Ce qui vous inquiète, c'est savoir si votre permis va sauter ou pas? Ce qui vous inquiète, c'est pas plus la santé des dames que vous avez percutées, non? Si, pas moi, je peux aller voir la dame, mais je peux pas. Donc votre permis, on en parlera plus tard, monsieur. Donc là, on arrive sur les réactions typiques. Donc le monsieur est jeune permis. Il a percuté donc, de façon assez violente l'autre véhicule dans lequel se trouvaient quand même 2 enfants. Et là, la seule question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que je vais garder mon permis? Voilà. Le monsieur n'a pas 15 jours de permis encore. Il a eu son permis il y a 12 jours de ça. Voilà. Mais ça ne l'inquiète pas de savoir si les enfants vont bien. Il veut juste savoir si son permis va s'en tirer. Voilà. Le jeune automobiliste sera convoqué au commissariat pour s'expliquer sur les circonstances de cet accident qui aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques. Sur autoroute, les excès de vitesse sont la cause principale d'un quart des accidents mortels. Le lendemain matin, nous retrouvons Édouard sur l'autoroute A15, une artère très saturée où circulent 150 000 véhicules chaque jour, un record en Île-de-France. En dehors des heures de pointe, les accidents sont nombreux et ils peuvent être violents. 1 heure après le début de la patrouille, la radio diffuse un message d'alerte. Qui aurait fait des tonneaux apparemment, au départ. À 5 km de là, un véhicule vient de faire des tonneaux. Sur place, la voiture est couchée sur le toit, au milieu de la circulation. Gaffe à droite. Ces 2 jeunes hommes et ce petit garçon ont réussi à s'en extraire. Qu'est-ce qui s'est passé? Un Nico, je sais pas quoi, il a commencé à... Impossible de contrôler. Qui c'est qui roulait? Le jeune homme désigne son ami comme le conducteur. Mais bizarrement, celui-ci a une toute autre version. Alors, qui c'est qui roulait? Non, je dis que c'est vous et vous dites que c'est lui qui roulait. C'est lui. Attendez, vous restez l'homme sûr, restez là. Qui roulait exactement? Je vous dis une dernière fois. Qui roulait? Lui dit que c'est l'autre qui roulait, l'autre dit que c'est lui qui roulait. Ouais. Si le jeune homme veut faire croire aux policiers qu'il n'était pas au volant, c'est qu'il cache peut-être quelque chose. Karl, le collègue d'Édouard, décide de jouer franc jeu avec lui. C'est vous qui êtes en train de rouler avec la voiture? Pourquoi vous dites ça? Je pose une question. Regardez-moi, j'ai le soleil dans les yeux. Et c'est qui roulait avec le véhicule? Qui est au volant? Bonhomme, tu viens ici. Voilà, reste là en sécurité. C'est vous qui roulez? Sûr? C'est pas votre ami? Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? Un tout petit peu. Ah, pas qu'un peu, je pense. Pas qu'un peu. Vous le sentez? Ah oui, je vois. Vous êtes deux. L'homme ne cherche plus à se défausser. Sous l'emprise de l'alcool, alors qu'il a sous sa responsabilité un jeune garçon, il n'a aucune idée des raisons qui ont pu provoquer l'accident. Oui, ce qui s'est passé en fait. On roulait, d'un coup, c'est parti en tonneau. Il n'y a pas eu un obstacle, vous avez mis un coup de volant? Il n'y a pas eu d'obstacle, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez, il n'y a pas eu d'obstacle. Le conducteur ne s'est même pas rendu compte qu'il a en fait heurté la barrière située sur la file complètement à gauche. Donc là, il a été tapé le muret là. La voiture s'est mise sur le toit et il est venu s'arrêter ici, en glissant. Donc en gros, il a traversé toutes les 4 voies sans se faire taper par aucune voiture. Il a eu beaucoup de chance. Ouais. Ouais, il a eu pas mal de bol. Ouais. T'étais dans la voiture aussi? Ça va? À part la mâchoire, mais aussi. À part la mâchoire? L'enfant, le neveu du passager, se plaint de douleur. Les pompiers arrivés sur place vont le prendre en charge. Ils en profitent également pour examiner le conducteur. Moi, j'ai toute ma conscience, il n'y a pas de problème. Ouais, mais ça vous a quand même un peu marqué, non? Plein de douleurs au dos, au cervical à mon avis.
En attendant, nous, on se met entre guillemets un peu en retrait pour prodiguer les premiers soins. Si on voit que c'est un peu mieux, on fera le reste des vérifications pour l'alcoolémie et tout ça. Par mesure de précaution, les pompiers décident de conduire l'homme à l'hôpital. Mais avant, Édouard veut vérifier s'il conduisait en état d'ébriété. Là, ça n'est oui. Ça marque juste qu'il est au-dessus de la limite légale. Donc il est au-dessus des 0,25. Le conducteur est positif au test d'alcoolémie. Alors les policiers ne s'arrêtent pas là. Ils veulent savoir si l'homme a également consommé des stupéfiants. Ouvrez la bouche. Pour le contrôle, Karl dispose d'un test salivaire nouvelle génération, plus fiable et plus rapide que les anciens. Au bout de quelques minutes, verdict. Il est positif au cannabis. Vous avez ici le deuxième trait qui montre ici qu'il est positif au cannabis. Ça implique quoi pour lui? Ça implique que forcément l'assurance ne va pas se mettre en route parce qu'il sera responsable de tout. Il va devoir rembourser tous les frais annexes, les frais hôpitaux pour le petit, les frais causés à l'autoroute, donc le musoir et tout ça, beaucoup de choses. Le mélange alcool et cannabis multiplie par 14 le risque d'être responsable d'un accident mortel. Au niveau du corps. Ces dernières années, Édouard assiste à une augmentation de ses conduites dangereuses. Ah, alcool plus stup, ouais, ça commence à faire, quoi. Surtout qu'ils ont la responsabilité d'un minot, quoi. C'est pénible, ça devient un fléau. Mais bon. On essaye de combattre tout ça. Le conducteur sera présenté à un juge. Pour conduite sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, il risque jusqu'à 3 ans de prison et 9 000 € d'amende. En 2014, sur les 700 km d'autoroute que couvre la CRS Nord-Île-de-France, plus de 30% des automobilistes soumis au dépistage étaient positifs aux stupéfiants. Pour contrer le phénomène, l'unité a depuis triplé ses contrôles.